Salutations, bienvenue dans DCP du ciné et des Potes. Votre émission bimensuelle de cinéma avec votre équipe composée de Julien, Jérémy, Fred, moi-même Owen, et pour la première fois dans notre émission, notre amie de longue date, Alice. Bonjour, bonsoir. Donc si je peux présenter Alice, on la connaît depuis 7 ans, depuis la L1. Oui, c'est ça. Et c'est une des plus grandes combattantes de notre bande, puisque elle est allée jusqu'au doctorat contractuel, Ouais. et qu'elle nous fait une Terrible. thèse sur... Je fais une thèse sur l'habillement des stars masculines hollywoodiennes par Giorgio Armani et Nino Cerruti, qui sont deux créateurs de mode italiens, entre 1980 et la fin des années 2000. Et un point important de ma thèse, c'est essayer de voir à quel point le costume est important pour la création d'archétypes masculins au cinéma. Voilà. C'est stylé, hein? C'est stylé. On a des potes stylés, hein? Oui. Pour le plaisir, on a décidé de faire un épisode thématique cette fois-ci. Nous parlerons du film qui fait l'actualité cette semaine, The Running Man d'Edgar Wright. Et à partir de ce film, on va lancer un dossier sur le monde de la télévision au cinéma. Et donc chacun d'entre nous va parler d'un film ayant pour thème la télévision. En deuxième partie, on conclura le Joker initié par Fred l'épisode précédent. C'est-à-dire qu'on va chacun faire une critique négative d'un de nos films préférés. Et Alice va s'essayer à l'exercice. Et parce que ça fait longtemps, Jérém nous offre les chiffres des adaptations de Stephen King. Ouais, je vous avais promis du lourd. Et ouais, puisque même si la communication de Running Man a mis le fait que c'est une adaptation plutôt sous silence, bah c'est bel et bien une adaptation de Stephen King. Et comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de streaming, sur Insta, TikTok. Et si vous aimez ce qu'on fait, bah n'hésitez pas à partager, mettre des étoiles, et on lance l'épisode 53. Stephen King est servi en ce moment puisque c'est déjà son 3e roman adapté au cinéma cette année après Life of Chuck et Marche ou crève. The Monkey, non? C'était pas Oui, lui. The Monkey, c'est Stephen King. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais apparemment c'était nul ça. Oui, mais même, c'est sorti cette année et c'est une adaptation de Stephen King. C'est vrai. Plus la série Ça, Bienvenue à Derry, que Fred... Qui est trop bien. Pour Ouais. le coup, qui est même beaucoup plus flippante que les deux films qu'il a fait, le réalisateur, j'oublie son nom. Andrés Muschietti. Voilà, exactement. Mais le film Running Man s'est surtout présenté comme un remake du film des années 80 avec Arnold Schwarzenegger par Edgar Wright. Les participants ne survivent jamais. J'ai aucune envie de me faire buter. Alors allez vous faire mettre. Voilà. C'est ça qui va vous faire gagner. Premier quart du XXIe siècle, la dictature s'est installée aux États-Unis, la télévision, arme suprême du nouveau pouvoir, règne sans partage sur le peuple, et une chaîne unique diffuse une émission de jeu suivie par des millions de fans. C'est la Grande Track, ou The Running Man dans la version originale. Ben Richards, un homme qui n'a plus rien à perdre, décide de s'engager dans la compétition mortelle. Pendant 30 jours, il devra fuir les redoutables chasseurs lancés sur sa piste et activement aidé par une population encouragée à la délation. Tous les moyens sont bons pour éliminer Ben Richards. Et Il était long, hein. c'est toujours le moment où je parle beaucoup, et du coup je vous laisse parler. C'est quoi votre rapport à Edgar Wright? C'est ça la première question que je veux poser. Bah, je trouve que c'est un très bon réalisateur qui a plein d'idées visuelles, donc là, ça se ressent de nouveau dans ce film, quoi. C'est quand même kiffant, c'est plaisant à regarder Running Man. Non? Moi je les ai tous quasiment... Enfin en fait, Edgar Wright, je les vois une fois. Genre Shaun of the Dead, Scott Pilgrim, Baby Driver, Last Night in Soho, je les ai tous vus une fois, je les ai tous kiffés. Il y a que Hot Fuzz que j'ai rematé. Du coup je les kiffe mais pas marqué. Moi, j'aime beaucoup, surtout les 3 premiers, du coup, Hot Fuzz, le dernier bar avant la fin du monde. c'est ça La trilogie Cornetto. Ouais, c'est ça. Je les ai beaucoup vus quand j'étais plus jeune. C'est un peu le truc que je regardais quand je faisais d'autres choses à côté et tout. Ça me faisait beaucoup rire. Ceux qu'il y a eu après, je les apprécie. Je les ai appréciés, mais sans plus. Et là, encore un peu moins. Moi, j'avais détesté Shaun of the Dead quand je l'avais vu. Oh. Oh. Ouais, j'avais détesté le montage. Et sinon, après, j'avais vu Last Night in Soho que j'avais trouvé correct, sans être plus marqué que ça. Du coup, en fait, c'est que mon 3e film d'Edgar Oh. Wright. Et j'ai pas vu Baby Driver. Faudrait que je le vois. Ni Scott Pilgrim. Non. Qui est vraiment cool. Ni Hot Fuzz, qui Hot pour moi Fuzz, sont meilleurs. Voilà. Hot Fuzz, ça se joue avec Baby Driver. Ah ouais? Bah Baby non. Driver, c'est la quintessence de son montage. Certes, mais je trouve que Hot Fuzz, je passe un énorme moment devant... Un bien meilleur moment devant Hot Fuzz que devant Baby Driver. Hein. Je l'ai vu il y a 8 ans, Baby Et Driver. c'est vrai. Moi, je ça l'avais fait revu longtemps. récemment, et niveau musique, c'est génial. quoi. Ouais, c'est un c'est super oufissime. bon moment dans ce film. Mais je dis pas que c'est mauvais. c'est Par tellement contre- bien. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai grandi. Quand j'ai découvert Ma Cinéphilie, j'ai beaucoup maté du Edgar Wright et je t'avoue que c'est un de mes réalisateurs fétiches finalement, Edgar Wright, hein, parce que j'ai adoré sa manière de monter, de filmer et d'avoir cette réalisation et ce montage en rythme constant et d'avoir des films qui sont menés tambour battant en fait. C'est juste ça. Alors du coup, parce que tu parles d'Edgar Wright, un des retours principaux que j'ai vu sur Running Man, c'est on n'a vraiment pas l'impression d'être face à du Edgar Wright.
Alors que moi, je trouve que si. Quel est votre sentiment sur ça ? Bah, c'est pas parce qu'il a pas fait une compilation de jukebox avec sa mise en scène habituelle que ça en fait pas un film d'Edgar Wright, je suis désolé. Bah, je trouve que sur certaines séquences, quand même, c'est quand même, comme tu disais, le rythme est hyper important chez lui. Donc, je pense surtout à la séquence, moi, qui m'avait marqué, c'est celle dans le bâtiment où tu vois Glenn Powell complètement à poil, qui se fait poursuivre par tout le monde. C'est la meilleure séquence. C'est une des meilleures séquences qui, en plus, est mise en scène dans la bande-annonce, enfin, qui est vraiment mise en avant dans la bande-annonce, je trouve. Donc pour moi, tu vois, il y a plein de séquences dans le film où tu sens que c'est du Edgar Wright, enfin, je sais pas. La séquence aussi, j'ai oublié l'acteur qui joue Scott Pilgrim, justement. Michael Cera. Voilà, la séquence avec Michael Cera, ça fait très Edgar Wright. Quand t'as tous les hunters qui débarquent dans la maison, t'as toute cette séquence montée avec le côté piège, le côté ludique, ça fait très Edgar Wright. Mais du coup, est-ce que le film est bien ? Oui, voilà. Je trouve que oui, mais... moi, middle. Middle. Moi, j'ai kiffé. Je suis plus d'accord avec Fred, je trouve ça assez moyen. Genre, moi, j'ai fait en sorte de regarder justement la version de 87, de regarder aussi, donc moi, quand je vous parlerai des films sur la télévision, j'ai regardé moi un autre film qui est en rapport aussi avec Running Man. Et ouais, franchement, un peu middle, quoi. Un peu, on parle de Running Man, tu vois, et en fait, je trouve que le concept d'étendre ça sur 29 jours, je crois, c'est ça, je trouve que du coup, on n'est pas forcément tout le temps dans l'action, et par moments, on se fait un peu chier, en fait. Non, c'est aussi un film d'infiltration un petit peu. Mais le côté infiltration n'est pas tant que ça mis en avant, mais il y a ce côté un peu odyssée à travers les États-Unis en catimini. Moi, je trouve ça très distrayant en fait de voir Glenn Powell utiliser différents costumes, se retrouver dans des très grandes villes, puis d'un coup dans le Maine. Il y a beaucoup de différents lieux dans le film qui le rendent tout à fait divertissant. Tu vois, il y a la maison de Michael Cera, t'as la séquence dans l'avion qui est absolument dingue. Genre, il y a beaucoup de choses, quoi. À se mettre sous la dent. Pour moi, c'est une réussite formelle. C'est-à-dire que, en termes d'action, en termes de grand spectacle, le film tient son rôle. Mais par contre, je vais dire que pour moi, c'est un Chien 51 qui a réussi à être formel. C'est tout. Parce qu'en termes de scénario, en termes de dystopie, c'est la même chose que Chien 51. C'est une dystopie qui ne sait pas se montrer. C'est un film qui n'arrive pas à avoir des enjeux sociaux, économiques, ni politiques. Par contre, à la différence de Chien 51, c'est très agréable à regarder. C'est-à-dire qu'on passe un bon moment de cinéma. Que, comme tu disais, que ce soit la scène dans l'avion, toutes les scènes de course-poursuite. Et en fait, je trouve que le film réussit très bien à partir du moment où il commence la fameuse chasse. Parce qu'en fait, le film devient ludique. C'est-à-dire qu'on prend vraiment plaisir à suivre Glenn Powell. Par contre, l'introduction est très fastidieuse. Et dès que le film essaie d'avoir des enjeux dramatiques, genre n'importe quelle discussion entre des personnages, je trouve que là, ça pêche. Je suis d'accord sur le fait que le début est assez laborieux. Et que c'est à partir de la track où ça commence vraiment... ou même la sélection, allez. Le moment de sélection, je trouve que c'est là où le film prend vraiment toute sa forme et toute sa puissance. Mais, contrairement à ce que tu dis, je pense pas que ça soit le but d'Edgar Wright ou même son ambition principale de montrer ce côté social de cet univers-là. Je pense qu'il voulait vraiment se concentrer sur le côté track et le côté de se cacher pour Ben Richards. Après, je t'avoue que moi, ce côté infiltration, il m'a plu, mais j'ai beaucoup plus apprécié les séquences d'action, finalement. Et on attendait que ça. Et je sais pas, enfin, c'est vrai que le début est quand même vraiment laborieux, et c'est rempli de clichés. Mais après, c'est pour les démonter. Moi, je pense que c'est pour les démonter. Quand tu vois la fausse séquence, enfin le faux reality show qui balance à la télé, là, les Americanas ou je sais pas quoi, tu sens que là, il se fait plaisir et c'est juste tiré à boulet rouge sur tout ce côté télé-réalité, quoi. Après, c'est vrai que l'intro, elle est hyper longue, mais moi, au contraire, j'ai pris du plaisir parce que c'était juste exagéré de fou, quoi. En fait, tout ce qui est mis un peu en place, le fait qu'il veuille sauver sa gosse, en fait, tout s'enchaîne assez vite, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est surtout pour un peu s'en moquer, pour comprendre que le film se prend pas vraiment au sérieux. Moi j'aime bien en fait le fait que tout ce qui t'est montré à l'image, mais que ce soit à travers l'émission de télévision The Running Man, mais à travers le film même, tout est extrême et vise à te faire donner des très grandes sensations. Et je trouve qu'il y a un discours un peu méta, ce serait un grand mot, tu vois, mais entre justement genre ce divertissement très bas de front, bas de gamme, qui est le Running Man, face au pouvoir des images, et surtout au pouvoir des images trafiquées. Parce qu'il y a cet élément-là, que je trouve trop bien, mais qui est déjà dans le bouquin, où Ben Richards doit tous les jours faire une vidéo de 10 minutes pour un peu permettre aux chasseurs de trouver sa localisation, et qu'à chaque fois qu'il essaye de faire des discours un peu de paix, ou plus modérés, eh ben, on va trafiquer les images pour extrapoler tout ce qui va être vulgaire, tout ce qui va être extrême, et pour créer de la sensation auprès des masses. Et je trouve que c'est chouette, quoi.
Par contre, j'ai une question. Moi, j'ai regardé du coup la version de 87, ça n'a rien à voir. Hein. Je l'ai pas vu, mais En apparemment fait, la version il... 87, C'est sur une seule journée, non? Bah, en gros, oui, effectivement. En plus, c'est même pas dans la ville, c'est qu'ils sont vraiment lâchés dans une sorte de labyrinthe où il y a aucun spectateur qui est présent et ils se tapent contre des boss un peu comme un jeu vidéo, quoi. Donc ça n'a rien à voir. Et si toi, tu m'expliquais que du coup, Running Man de 2025 était vraiment adapté mot pour mot Ah ouais. comme le livre, bah, en fait, la version 87 s'en éloigne, mais totalement. Hein. Vraiment, il y a rien. La seule chose qui diffère, c'est que il se passe des trucs après le crash d'avion. Alors que dans le bouquin, en fait, genre Stephen King n'a pas idée de bonne résolution. Donc il préfère rester sur du très très lourd, du très sombre. Et alors que Edgar Wright est un réalisateur beaucoup plus optimiste. Bah, c'est pour ça que quand Jérém, tu dis qu'il n'y a pas de social dans le film, à la limite, je trouve quand même que la fin a fait très social. Quand même, le réel se porte un peu. Oui, mais c'était pas son ambition principale, c'est ce que je veux dire plutôt. Et toi, Alice, tu disais que c'était moyen, du coup. Oui, en fait, déjà, je suis d'accord avec vous sur le. Je trouve que la première partie, jusqu'au début du jeu, le rythme, il y a trop de problèmes et ça va pas du tout. Et après, c'est mieux. Et après, j'étais un peu plus dans le film. Au début, du coup, j'avais du mal. Et comme toi, Julien, j'ai pensé très vite à Chien 51. En fait, c'est à partir du moment où il va postuler pour participer à un jeu télévisé, il passe une zone. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai fait le lien avec Chien 51. Pour moi, les deux films ont un peu le même problème. C'est que je pense qu'ici, il y a quand même une volonté de faire une critique sociale de plein de choses. Hein. Mais c'est des takes très tièdes et très... Enfin, ça va pas loin et c'est facile, quoi. Et... C'est très stéréotypé. Ouais, c'est ça. Et il y a rien d'intéressant, finalement. Et donc, je sais pas, c'est un bon divertissement. Et au pire, c'est pas grave. Les films ont le droit d'être que des divertissements. Mais là, en fait, j'ai l'impression que le film voulait être plus qu'un divertissement. Et juste, il y arrive pas. Et c'est... Ouais... Genre ça va, je vais pas passer la pire séance de ma vie, mais je le reverrai pas et il me laissera pas une impression forte sur moi, quoi. Attends, question très importante, t'as passé un meilleur moment devant Running Man ou Chien 51? Honnêtement, pour moi, c'était à peu près Oh non, pareil. non. Running Man. Je vais me Glenn faire, Powell, il est bien plus beau que Gilles Lelouch quand même. Ça, je m'en fous. C'est surtout que je préfère aller voir Adèle Exarchopoulos quand même. Mais non, Glenn Powell est très bien dans son rôle par contre. Et ça, c'est cool. Mais ouais, non, je sais pas. En fait, c'est juste que je trouve que c'est des critiques sociales un peu faciles. Et vas-y, ça me saoule. Glenn Powell, il porte le film à lui tout seul. Encore une fois, hein, c'est dingue de se dire que ce gars, à chaque fois qu'il est dans un film où tu te dis oh, ça a pas l'air ouf, mais il tient le film à bout de bras. Twister, voilà, exactement, on pensait à la même chose. Mais de se dire que ce mec-là arrive, rien qu'avec son charisme et son jeu, à tenir un film qui pourtant semble brinque-ballant, c'est quand même pas mal. À noter aussi Colman Domingo qui, comme d'habitude, est génial. Oui, très fort. Même si je trouve que c'est pas qu'il surjoue, mais je trouve que son rôle l'oblige à surjouer un peu. Parce que moi, j'avais adoré sa prestation dans Sing Sing, donc, qui est beaucoup plus dramatique pour lui. Il fait ça très bien. De toute façon, c'est un film d'excès, hein, donc tous les acteurs, que ce soit Michael Cera ou même George Brolin, sont sur un tout au plus, quoi. Mais tu vois, je pense que j'ai le même problème avec Running Man qu'avec le film de Paul Thomas Anderson. C'est ce côté très excessif, en fait. Ce côté à vouloir toujours être dans l'excès. Et ça sert à un propos, hein, justement. C'est une volonté très ironique, mais moi, ça prend pas. Enfin, c'est tellement excessif qu'au bout d'un moment, je trouve que ça désamorce la chose. Donc, mais bon divertissement quand même. En somme, on s'est bien marré, mais pour vous, ça va peut-être pas plus loin, quoi. Ouais, c'est un film un peu oubliable, et comme on le disait, c'est juste qu'il force tellement sur la critique sociale que par moment, moi, je suis juste en mode mettez-moi Glenn Powell dans un lieu où il se casse la gueule, et puis voilà. Quoi, en fait, ça, c'est que vu que toute la dystopie, tous les propos politique, tout ce que tu peux avoir, c'est très cliché. Tu te dis, on pourrait quasiment les enlever et avoir juste le pur film, le pur Running Man sans avoir ces clichés-là. Et bizarrement, c'est un film que je reverrai avec plaisir quand même. Malgré tous ses défauts en termes de thèmes qui sont peut-être pas assez approfondis, mais c'est comme un Edgar Wright en fait en global. Ça me dérange pas de les revoir, je les revois avec plaisir. Bah après, c'est un bon film popcorn, hein, honnêtement. Contrairement à Last Night in Soho où j'ai dû le voir une deuxième fois pour l'apprécier, donc là maintenant si je le revois, je pense que c'est bon. La plupart des films d'Edgar Wright, dès le premier visionnage, j'étais happé et je me suis dit bon bah ça c'est un film que je reverrai avec plaisir. Bah il a encore fait le coup. Après c'est une question même sur le film d'action. Est-ce que vous connaissez des films d'action où le film est tellement fort qu'il arrive vraiment de A à Z à proposer des séquences vraiment juste d'action et tout simplement quoi. Die Hard, moi je pensais j'ai pas trop aimé Bullet Train, j'ai pas un très bon souvenir du film, et peut-être que le film était déjà plus avec Brad Pitt, tu sais, Bullet Train. Non, mais c'est-à-dire dans ta question. Là tu vois par exemple Running Man, il y a des moments vraiment impressionnants. Mais des moments où juste ils forcent le trait sur la dystopie, ils apportent des éléments clichés et c'est tout quoi. Et donc je me fais chier. Et je me dis est-ce qu'ils auraient comme on disait pu enlever tout ce qu'il y avait donc de politique un peu extrême
et juste s'attarder sur des séquences d'action et tenir ça pendant tout le film. Bah, tu regardes The Raid et puis voilà. Voilà, non, mais mais- c'est des exemples en fait. Tout le cinéma d'action congolais, alors non, parce que John Woo c'est un peu plus pensé que ça, mais genre tu regardes du Jackie Chan, bah, tu vas pas ressortir énormément de discours politiques Tu vois. venant de Et- Jackie Chan, mais et par peut-être contre tu vas très bien te marrer. Alors que du Bruce Lee. C'est incroyable. Mais tu vois, la faiblesse peut-être de Running Man, c'est d'avoir peut-être pas assez comblé ces vides-là et de les avoir comblés par, comme on disait, du réchauffé social, quoi. Ouais, je pense que c'est que ça se veut grand public aussi, donc Oui. cahier des charges blockbuster et ça Oui, voilà. cherche pas Grand aller plus public avec le nombre de fuck et tout. je Oui, suis enfin pas quand je sûr. dis grand public, voilà, c'est pas le public le plus tu ne cherches pas le public cinéphile forcément. Pourtant le film ne marche pas très bien. Et oui, parce que pour un budget de 110 millions de dollars, il est environ à 19,5 millions aux US et à environ 31 millions mondial au bout d'une semaine et demie d'exploitation, je crois. Donc c'est dommage. Parce que Edgar Wright, on lui donne des budgets, mais souvent ses films sont pas rentables. Last Night in Soho, il me semble que c'était un bid aussi. Last Night in Soho, je crois que ça l'est encore. Baby Driver, c'est son film le plus rentable, ça c'est sûr et certain, il me semble. Par contre, Scott Pilgrim, gros four aussi. Ah ouais. Ah, dommage. Et concernant la France, parce que le premier jour France était donc le 19 novembre, il a fait 42 937 entrées, c'était le 4e des nouvelles sorties du jour, derrière Wicked partie 2, dossier 137 et Jean Valjean, voilà. Et ben on va passer à notre dossier sur la télévision, parce que là on a parlé beaucoup de l'action, mais finalement le sujet télévision du film Running Man, on l'a un peu passé sous silence. Et voilà, ça va être à votre tour, et au mien aussi, de parler chacun d'un film qui met en avant la télévision dans le cinéma. Est-ce que quelqu'un veut se jeter à l'eau? Moi je veux bien. Eh ben, Je prends juste mes notes. Prends ton maillot de bain aussi. Et plouf. Moi, je vais vous parler de Vidéodrome de Cronenberg. Et ce qui est assez intéressant avec Vidéodrome, c'est qu'on est un peu, pas dans l'anti-Running Man, mais on est un peu dans l'avant-Running Man. C'est-à-dire que quand tu t'ouvres sur Running Man, on est déjà dans un monde où la télévision est à son comble et où la télévision et la recherche de violence est tellement à son maximum qu'on fait participer les gens à ce genre d'émissions, comme dans Hunger Games, comme dans Battle Royale. Là où Vidéodrome, on n'est pas encore à là, justement. Vidéodrome, ça parle d'un mec qui s'appelle Max Rain, qui est propriétaire d'une chaîne de télé qui est spécialisée dans les images à sensation, c'est-à-dire images pornographiques, images de violence, mais on est beaucoup dans la mise en scène, on n'est pas encore dans ce qu'on a dans Running Man. Par contre, ce qui va arriver dans le film, c'est qu'il tombe sur une cassette, sur une émission qui s'appelle justement Vidéodrome, et cette cassette-là, ça te montre des vidéos sadomasochistes avec des exécutions. Et notre cher Max, il voit un petit filon. C'est-à-dire que il est dans ce moment où il veut retrouver ces cassettes-là, il veut retrouver qui projette Vidéodrome pour pouvoir en fait faire pareil sur sa chaîne. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en visionnant ces cassettes de Vidéodrome, il va avoir peu à peu des hallucinations. Et là où je trouve que le film de Cronenberg est très fort, c'est qu'il va jouer justement sur ces deux couches de réalité entre le film que tu vois toi, le film de Cronenberg, et les vidéos de Vidéodrome. Et en fait, il vient brouiller plus ou moins la réalité. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et ça, il le fait vraiment par la mise en scène tout le long du film. Par exemple, tu vas avoir un travelling sur le personnage dans la réalité. En fait, tu vas avoir le même sur le Vidéodrome. Et il va beaucoup faire ces jeux-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un univers où la télé, elle est présente partout. C'est-à-dire que le personnage de Max, quand il se réveille, c'est la télévision qui fait le réveil. Et comme tous les films de Cronenberg, t'as toujours un truc très bizarre. C'est-à-dire qu'il y a des questions un peu de complot, de groupuscules dont tu connais pas trop le nom. Et c'est exactement la même chose que tu vas voir là. T'as un groupuscule qui vénère la télévision. On comprend pas trop bien, mais on comprend qu'ils sont totalement lobotomisés du cerveau. Et tu as tout ce mélange-là qui est super intéressant pour les années 80. C'est-à-dire que ça te fait vraiment le discours qu'on avait dans les années 80 par rapport à la télévision. Qu'est-ce que font les images sur les personnes? Quelle influence peut avoir la télévision? Et je trouve que pour le coup, le film de Cronenberg le fait très bien. Et il va aller pousser le degré au maximum avec ce qu'aime bien faire Cronenberg, c'est-à-dire du body horror. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de fusion entre la télé et l'homme. Tu as notamment une séquence, tu as deux séquences très connues dans Vidéodrome. C'est la séquence où tu as Max qui s'approche d'un téléviseur et le téléviseur l'avale. Et l'autre qui est assez connu, c'est qu'en fait, il va avoir une sorte de magnétoscope dans son ventre où il va pouvoir insérer directement les cassettes de Vidéodrome. C'est pas dans ce film où Freddy se transforme en télé, il assassine une meuf aussi? Non. Ah zut. Freddy 3, ça. Et voilà. Et c'est un Cronenberg qui est bien. Bon, en général, c'est parmi les plus cités. C'est un peu dans le même, c'est un peu le même délire qu'Existence en fait. Enfin, ok. dans cette ambiance et dans ces mélanges de médias, là où Existence c'est avec le jeu vidéo, ouais c'est ça, le jeu vidéo multimédia numérique on va dire. Là c'est pareil avec la télévision. Ok, je propose qu'on fasse Fred. Ouais. Parce que Fred, on est à peu près dans la même période. Oui, bah c'est vrai que moi j'ai vu du coup, je me suis mis un film pas vraiment concentré sur la télévision, donc en fait je suis pas du tout dans la thématique. En fait je suis resté... Non mais Mais Fred, non mais je suis à resté... chaque fois, t'es à côté de la plaque.
Tu vas voir un film, tu te trompes. On parle de film sur la télé. Non, ça part de la télévision, mais c'est vrai que j'ai pas approché le film sous cet angle-là. En fait, je l'ai approché vraiment en le comparant directement à Running Man, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler du Prix du danger, le Prix du danger, qui en soi est une version un peu, alors une version Wish non, mais c'est un film qui a fait un procès à Running Man, la version 87, parce qu'elle pensait que Running Man l'avait plagié. En fait, c'est vraiment Running Man version française avec Michel Piccoli et Gérard Lanvin. Voilà. Je parlais de ce film, c'est tout. Tu nous déterres toujours des pépites. Oui. Alors, c'est Intercut qui t'a fait découvrir ça. Pas du tout. Ah non pas du tout. J'avais regardé des films sur la télévision, j'étais tombé dessus. Et en fait, par hasard, j'ai vu que le film, effectivement, avait fait tenté un procès donc à Running Man 87, parce qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes. Et finalement, je crois que le procès s'est pas fait parce que c'était juste une adaptation de Stephen King, qui est le bouquin qui est sorti en 82, et le film de Yves Boisset qui est sorti en 83. Donc il y avait un truc un peu... C'est assez marrant en fait de voir que des fois on se rend pas compte qu'il y a beaucoup d'œuvres cinématographiques qui existent et qui peuvent être des plagiats d'œuvres littéraires ou d'autres films sans vraiment s'en rendre compte en fait. Bref, du coup ce que j'ai bien aimé moi dans le Prix du danger et que j'aimais moins dans Running Man de 2025, du coup ça se passe pas sur 29 jours mais sur une journée. Et en fait le principe c'est un peu la même chose, c'est qu'il y a une émission, vous avez un personnage qui joue sa vie et qui doit atteindre en fait juste un endroit qu'il a choisi lui-même et qui a 4 heures pour le faire. Et en fait il se fait poursuivre par 5 chasseurs mais qui sont en fait des personnes du public qui choisissent en fait volontairement de assouvir un peu leur pulsion, un peu comme ce qu'on avait avec La Purge, et qui poursuivent du coup Gérard Lanvin qui était très jeune à ce moment-là. C'est assez bizarre de le voir tout beau. Et donc non, moi j'ai préféré plutôt cette version-là parce que du coup on est moins dans ces ellipses qui sont un peu relous quoi, de voir en fait chaque jour comment le personnage fait pour s'en sortir. Et dedans en vrai il y a vraiment le côté courir quoi. Ça s'appelle pas Running Man, mais il y a vraiment ce côté où pendant 3-4 heures vous avez un personnage qui court partout dans une ville, qui tombe sur plein de spectateurs qui l'aident ou non, et il y a vraiment une espèce de stress qui se crée. Et vraiment je trouve que le film est plutôt bien. Je trouve que c'est une version plus réussie que les adaptations en fait de King quoi. Et que dire d'autre? Non, c'est un film qui a pas mal d'argent, qui a un bon budget quand même. Ça se voit vraiment dans ce qui est filmé, hein. C'est impressionnant que ce soit l'utilisation d'un... Comment ça s'appelle? Vous voyez les ballons dans les airs? Montgolfière. Une montgolfière. Non, pas une montgolfière. Un Zeppelin. Le gros truc, un rond. C'est pas une montgolfière, mais souvent ça a des spots publicitaires dessus. C'est un Zeppelin. Ouais, je pense. Ouais. Oui. Ouais, j'avais pas le mot. Bref, non mais déjà même le fait d'avoir ça dans la prod, ça se voit un peu à l'image que le mec a vraiment mis beaucoup de thunes. Et non, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment cool. Et pour le coup, voilà, je préfère plutôt ce genre de production plutôt qu'un film, comme on l'avait dit, en fait, qui met trop de social, qui sait pas trop quoi en faire, qui éparpille ça avec des ellipses. Là, c'est vraiment brut, ça va droit au but et c'est super cool. Et je trouve que Michel Piccoli aussi, parce qu'on parlait de... Comment il s'appelle, le mec de Sing Sing, du coup, qui... De Coleman Domingo. Voilà, là, à la limite, dans cette version française-là, je trouve qu'il y a vraiment un bon partage entre donc Gérard Lanvin qui court, qui se fait poursuivre, et le présentateur qui est joué par Michel Piccoli et qui est vraiment dans une espèce d'excès de joie et de fausseté qui est vraiment hyper enivrante. Et c'est plutôt sympa. Voilà. Ouais, tu le vends bien. Ouais, franchement, regardez-le si vous avez bien aimé Running Man, voir ce qu'on non sait faire, et c'est plutôt cool. Alice, est-ce que tu veux parler de ton film maintenant? Ouais, pas de Allez. souci. Moi, je vais parler d'un biopic américain, Dans les yeux de Tammy Faye, qui a été réalisé par Michael Showalter. Donc, je l'ai vu à sa sortie pour son casting principalement, puisque on retrouve Jessica Chastain, qui joue donc le rôle de Tammy Faye, et Andrew Garfield, qui joue le rôle de son mari, Jim Baker. L'autre raison pour laquelle j'ai vu ce film, c'est parce que ça concerne une de mes passions un peu particulières. C'est un peu genre tout ce qui est culture chrétienne américaine. En fait, c'est un film qui parle de deux télévangélistes américains. Si vous ne savez pas ce que c'est les télévangélistes, c'est des personnes qui, donc généralement, qui sont protestantes. Enfin, c'est très courant chez les protestants, moins parmi les autres courants religieux, qui se servent de la télé et de la radio principalement pour promouvoir leur religion. Généralement, la plupart des télévangélistes un peu connus sont impliqués dans des scandales ou des affaires un peu politiques, parce que généralement, ils font pas ça de manière full désintéressée, juste pour la religion. Et ça a été le cas notamment de Jim Baker,
qui a été condamné j'ai la date, c'est pas super important, mais en 1987 et qui a été emprisonné pour avoir détourné des fonds parce qu'en fait, il se servait de sa chaîne de télé pour avoir des donateurs et en fait pour soi-disant financer donc PLT qui était son entreprise qui à la fois avait une chaîne de télé et un parc d'attractions chrétien. Donc il a détourné cet argent pour lui et pour plein d'autres choses. Et en fait, c'est aussi ce qui a poussé la justice à enfin se pencher sur son cas, parce que c'était connu depuis des années, mais forcément, le gouvernement américain avait, à cette époque-là, beaucoup de gens qui votaient pour eux qui étaient très protestants et très évangélistes. Et du coup, il fallait pas trop les frustrer, tout ça. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas trop agi avant ça. Mais bref, tout ça pour dire, en 87, Jim Bakker s'est retrouvé accusé de viol par son ex-secrétaire. Et c'est ça, après, qui a provoqué toutes les poursuites contre lui. Et là, je parle surtout de Jim Bakker et moins de Tammy Faye, qui est pourtant le personnage central de ce film. Et c'est en fait juste parce que Tammy Faye est un peu présentée comme passive dans le film, dans le sens où soit elle semble complètement pas du tout au fait des agissements de son mari, et quand des fois elle commence à prendre conscience de ce qu'il fait, elle va tout de suite se dire non c'est bon, je ferme les yeux sur ce qui se passe. Et je trouve que c'est un choix intéressant et sur lequel on peut un peu débattre, parce que dans la réalité c'était pas du tout le cas, hein. Elle avait quand même vraiment conscience de ce qui se passait, et le film en fait cherche juste à constamment la présenter comme une victime. Même dans la mise en scène, en fait, c'est toujours la victime de Jim Bakker, tout ça. Tout est fait pour qu'on ait beaucoup d'empathie pour elle, notamment le fait qu'elle s'est beaucoup battue pour les droits LGBT+. Elle avait une vision très progressiste de l'homosexualité et de Dieu aime tout le monde et on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes, donc ça contre les homosexuels, alors que tout son entourage était extrêmement homophobe. Et ça, en vrai, c'est un fait avéré, c'est assez cool. Il n'empêche que... de par sa religion et certaines choses qu'elle pouvait dire, ça allait aussi à l'encontre de ça. Et donc, je trouve ça... En fait, je trouve le film pas forcément mauvais, mais juste, je trouve ça un peu bizarre de vouloir en faire une victime parfaite. Alors que non, c'est pas juste une victime dans l'histoire. Et je trouve que c'est un peu simplifier simplifier un peu l'histoire. Et c'est un peu un problème que j'ai de base avec beaucoup de biopics, de vouloir présenter une personne comme... une personne complètement idéale et qui n'a jamais fait de mal dans sa vie, alors que non, les gens sont quand même plus nuancés que ça. Et oui, et donc il y a beaucoup forcément de moments de ce film qui se passent au travers de la télé. On la voit faire ses émissions de télé. Il y a aussi quelques images d'archives qui sont utilisées, notamment pour le générique. D'ailleurs, je me faisais la remarque que c'est assez... c'est peu courant, je trouve, pour les biopics d'utiliser les images d'archives au générique de début et pas de fin. Généralement, c'est plus à la fin qu'on fait. Bref. Aussi, petite chose intéressante, j'ai pas noté le nom du costumier, mais je trouve que le film fait une utilisation absolument parfaite des costumes. Et je trouve que c'est un gros point positif du film. Notamment, par exemple, dans les premières scènes donc, de la rencontre entre Jim Bakker et Tammy Faye, il y a toujours en fait un lien entre les deux par leur costume. Par exemple, Jim va porter une cravate qui est de l'exacte couleur de la robe de Tammy, ce genre de choses. Et c'est un peu, ça montre bien que voilà, dès le début, ils sont parfaitement sur la même longueur d'onde, tout ça. Et petit à petit, dès qu'il y a les moindres disputes, soit ils vont avoir des couleurs opposées, soit ils vont avoir par exemple deux teintes de bleu, mais différentes. Il y a une séquence par exemple où Tammy se fait draguer par son producteur parce qu'elle fait de la musique. Et elle a une robe, si je dis pas de bêtises, qui est bleue. Son producteur a une bague bleue de la teinte exacte de sa robe. Et quand Jim arrive, lui il a un costume bleu mais qui est un bleu plus clair que la robe de Tammy. Et du coup ça montre aussi que petit à petit, son cœur va ailleurs. Et je trouve que le film fait plein de trucs comme ça sur les costumes qui sont super intéressants. Et voilà, et c'est pas un mauvais biopic, mais c'est pas non plus un film... c'est pas le film que vous allez retenir toute votre vie, quoi. Mais je trouve que c'est un film intéressant parce que ça montre aussi un aspect de la culture américaine qu'on connaît pas trop en France, ou du moins, je pense qu'on n'a pas trop conscience d'à quel point, aux États-Unis... les chrétiens peuvent être un peu extrêmes et genre c'est assez fou quand on y pense. Le parc à thème que Jim Bakker avait commencé à construire et a construit, c'était genre le 4e plus gros parc à thème aux États-Unis à une période, si je dis pas de bêtises. C'était vraiment un énorme truc et les gens donnaient des millions et tout.
Sa chaîne de télé PLT, du coup c'est Praise the Lord, elle était retransmise par satellite partout dans le monde et tout. Il y avait, je crois qu'ils avaient une audience de genre 20 millions de téléspectateurs et tout, donc c'est un gros truc. Et nous, je sais pas, on n'a pas du tout, on n'entend pas parler de ça en France. Non. Nous, on a le téléachat et encore. Ah ouais, voilà. C'est fini le télé-shopping, mec. Hein. C'est fini. vieux, hein. Mais voilà, et je trouve le film intéressant et ouais, d'avoir aussi un peu un aperçu du monde de la télé américain dans les années 80, 70-80, c'est cool. Jérém, t'acquiesçais, toi. Oui, non, mais je disais quand tu... Enfin, j'ai acquiescé quand tu as dit c'est pas un film qu'on retient forcément. Oui, j'avais oublié que je l'avais vu avant que t'en parles. Donc, alors que je l'avais vu, bon, bah, principalement parce qu'il était nommé aux Oscars l'année de sa sortie, donc voilà. Oui, si je dis pas de bêtises, Jessica Chastain Elle a a eu gagné, un Oscar de la... ouais. Ça, oui, j'ai oublié de le dire. Par contre, le seul truc qui me perturbe énormément avec le film, c'est que donc Jessica Chastain et Andrew Garfield ont tous les deux des prothèses au niveau du visage. Andrew Garfield, c'est le nez et la mâchoire, et Jessica Chastain, surtout la mâchoire, je crois. Pour avoir surtout la mâchoire un peu plus carrée et un peu plus de graisse au niveau du visage, pour avoir un visage un peu plus plein, pour ressembler forcément aux personnes qu'ils interprètent. C'est super perturbant, parce que c'est vraiment le truc très uncanny de c'est eux, mais c'est pas eux. Parce que la différence n'est pas assez flagrante pour qu'on se rappelle pas de leur visage habituel. Mais elle est quand même assez présente pour qu'on la voit constamment, et c'est trop bizarre. Pour le coup, sur le maquillage, je trouve ça un peu particulier. Et oui, il y a plein de trucs. Jessica Chastain a fait quand même un effort pour ressembler dans sa manière de parler à Tammy Faye. Mais la manière dont c'est utilisé par le film, justement, par exemple, elle reprend beaucoup le rire qu'avait Tammy Faye, qui est un rire un peu particulier, qui se retient. Mais en fait, du coup, ça l'a fait juste passer pour une personne, j'allais dire simple, dans le sens où tu dis, elle peut pas vouloir du mal aux gens parce que... Elle est juste mignonne, elle est très simple et tout, mais du coup ça va forcément renforcer ce truc de non, c'est juste une petite victime dans l'histoire et tout. Et je trouve ça un peu particulier, quoi. Mais en fait, je suis allé regarder sur Google des images, j'étais en mode ah oui, ce film. Il existe. Ouais. Voilà. Enfin, j'avais vaguement en tête l'image de Andrew Garfield et Jessica Chastain dans ces tenues-là. Et Après, je pense que ça marque forcément moins pour un public francophone, parce que c'est vraiment des personnalités qui touchent vraiment au public américain. Oui. Je Ouais. pense un peu comme le biopic qu'il y avait eu avec Sydney Sweeney, là j'ai oublié, Reality. Ah oui, Ça, oui. c'est un truc Ah oui. mais qui a fait énormément de bruit aux États-Unis, parce que c'est une affaire qui avait fait énormément de bruit justement aux États-Unis. Nous en France, Je propose à toi, Jérémy, de parler de ton film. Parce D'accord. qu'il y a une petite continuité avec le mien derrière. Donc, D'accord, bah si tu veux. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous seriez prêt à risquer votre vie à une roulette russe pour 1 million d'euros ? combien de balles dans le barillet? Ah, une roulette russe, t'as une balle dans le barillet. sur Mais les tu peux en six. mettre plusieurs après. Tu réduis les chances, mais t'as plus de chances à 1 sur 6 que 5 sur 6. Et le barillet, Non, ouais, c'est autre combien chose. Le 5 sur 6, c'est autre chose. Je sais plus comment ça s'appelle, mais la roulette russe, c'est t'as une balle dans le barillet. Et le gun, il a combien de balles sinon? Le gun, mais on sent. 1 sur 6. 1 sur 6 du coup. Oui, c'est 1 sur 6. vous en posez des questions. Mais Vous en non, posez des ouais, questions. ouais. La question, elle est simple. Est-ce Bah, que bien vous- sûr que oui. Est-ce que Mais vous 1 tentez million, une c'est roulette largement russe pas pour assez. 1 million d'euros? Non, mais je Non, rigole. mais non. Mais Bah, c'est c'est rien, trop- 1 million. C'est trop risqué pour 1 million. Trop risqué, Ouais. tu meurs ou t'as un... Ouais, non. Je préfère pas mourir. C'est le prémisse du coup du film duquel je vais vous parler, donc Live de Bill Gutentag. Bienvenue. Alors c'est bonjour parce que Oui, bienvenue, je sais. c'est Willkommen en allemand. Je sais. Faire le dire. Merci. Donc sorti en 2007, et je ne savais pas, enfin ça faisait longtemps que je voulais le voir et je ne savais pas, c'est un faux documentaire. À la manière donc d'un What We Do in the Shadows, donc Vampire en toute intimité. Un documentaire. Un documentaire même si tu veux. Voilà. Et donc vraiment c'est... Moi qui ai vu The Office cette année, au début je me suis vraiment cru dans The Office quoi. Donc avec vraiment cette caméra à l'épaule, beaucoup de personnages... Tu as menti. Ce n'est pas 1 million, c'est 5 millions. 5 millions Non, 5 millions non. Je sais pas si ça va changer la vie de quelqu'un. c'est quoi ta source là? L'affiche du film. Alors, tu sais quoi, l'affiche est menteuse. Parce que au final, en fait, il y a 6 candidats et chacun gagne 1 million si jamais il a pas sa. En fait, il tire pas, il se tire pas dessus, quoi. C'est vraiment un documentaire jusqu'au bout. Voilà. Donc, vraiment, on se croirait dans The Office au début, au moment où il pitch les idées de jeu qu'il pourrait avoir pour la nouvelle saison de télé, etc. Et d'un seul coup, il y a cette idée qui pop de la roulette russe. Mais au final, au début, c'est tiré comme une blague. Et t'as le personnage du coup d'Eva Mendes qui va pousser le truc jusqu'au bout et qui dit mais non, ça ferait grave de l'audience. Donc du coup, on va essayer de vendre le truc. Ça fonctionne bien parce que t'as tout le processus qui est montré avec cette caméra qui t'as l'impression qu'elle est censée être là, mais pas censée être là non plus. Et au début, les acteurs, ils jouent pas vraiment avec, sauf un qui est exceptionnel, André Brouwer, Rest in Peace, le capitaine Holt de Brooklyn Nine-Nine, qui
est parfait dans le truc des mini regards caméra, genre en mode je sais que la caméra elle est là, et du coup regardez ce qui se passe, c'est ouf. Mais finalement, c'est comme Late Night with the Devil, la promesse n'est pas tenue jusqu'au bout, parce que le film perd en intérêt, puisque l'équipe qui tourne ce documentaire est de plus en plus présente dans la diégèse du film, et je trouve pas ça intéressant. Je trouve que ça amène à rien d'intéressant. C'est juste dire, ils tissent des liens avec les personnes de l'équipe, bon, un peu comme The Office finalement dans la saison finale, tu vois, mais je trouve que sur un film super court comme ça fonctionne pas et ça amène rien du tout. Par contre, chose qui fonctionne très bien, et on en parlait dans Running Man, c'est un peu l'esthétique de l'excès, tu vois, parce qu'on a des personnages clichés comme pas possible, mais vu que ça va avec cette critique du divertissement à outrance et de cette recherche d'audience et de divertissement ultime, je trouve que ça fonctionne bien, sauf que la critique de l'émission en elle-même, parce qu'elle pose plein de questions finalement, cette émission, que ce soit en termes éthiques, morales, etc., c'est pas posé dans le film. En fait, on te développe plus juste comment l'émission peut être produite, et tous les déboires judiciaires, parce que au final, le seul truc qui se passe dans le film par rapport à ça, c'est on passe devant une commission, la commission a dit que c'était ok que l'émission se fasse, bon bah ok. Autrement, toutes les questions éthiques et tout de ce type d'émission n'est pas posée en fait. Et c'est ça qui est dommage. C'est la moralité d'un programme comme ça, tu te la poses en tant que spectateur, mais c'est pas posé à l'écran. Alors à moins que c'est en mode, bon, vas-y, on va faire réfléchir le spectateur, mais je suis même pas sûr. Parce que vraiment, le maximum de contestation qu'il y a dans le film pour cette émission, c'est 13 clampins qui sont en train de faire « on veut pas que l'émission elle se fasse » avant le jugement. Donc vraiment, c'est dommage que ça soit pas plus développé, parce qu'il y avait pas mal de choses à dire, je trouve, là-dessus. Donc au final, ce film, je le rapprocherais vraiment de Final Cut, que j'ai découvert plus tôt dans l'année. Donc Final Cut, c'est un film avec Robin Williams dans lequel des personnes ont un tracker dans l'œil, et en gros ça filme toute sa vie, on filme toute ta vie, et au moment où tu meurs, il y a quelqu'un qui s'occupe de faire le montage de ta vie pour ton événement funéraire. C'est dingue, j'ai toujours rêvé de ça. Depuis tout petit, je me dis, j'aimerais trop, depuis le début, j'ai une caméra dans les yeux. Ce film existe ? Ce film existe, et alors, c'est pour ça je trouve que je le compare avec ça, c'est parce que le pitch est ouf, le pitch est ouf, que ce soit d'un côté la roulette russe pour gagner 1 million sur une émission de télé en direct, tout ça, et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui s'occupe de faire le montage de ta vie une fois que tu meurs, et ça donne envie de voir le film. La performance de l'acteur ou de l'actrice principale est exceptionnelle. Robin Williams dans Final Cut est génial, Eva Mendes joue très bien dans Live. Mais qu'est-ce que le scénar, il est aux fraises. Enfin, franchement, et ça développe pas toutes ces idées correctement, et finalement, on se fait un peu chier dans les deux films. C'est ça qui est dommage. Et pourtant, pareil, les deux films sont très courts, les deux films durent 1h30 à peu près. Donc, voilà, les deux films, là, Final Cut et Live, c'est des petites recos, mais vraiment petites. C'est vraiment parce que le concept est cool. Putain, j'allais bifurquer, mais Owen doit parler. Mais ça me fait penser un peu à ce côté, effectivement, la télévision, ça peut être un moyen de recueillir des images d'un défunt. Et moi, je repense à un film que j'avais vu avec Alice, c'était After Young, qui était génial. Il y avait ce côté-là. Toi aussi, tu as vu, il était trop bien. Il y avait aussi ce côté-là. Lui, c'est un robot. Attends, j'ai un peu oublié le film. Ça. Et qu'il avait disparu et qu'on essayait de retrouver les images qu'il avait vues d'une famille, en fait. Et il y a un truc cool avec la télévision. Il y a un concept, mais moi je vous dis, dans le futur, les gars, on va mourir, on fera des films de nous pour qu'on fera payer à la famille pour mettre ça comme une sorte de petit film, quoi. Avec des intelligences artificielles. C'est le principe de Final Cut. Et je pense que ça existe déjà, je pense que ça se développe déjà un peu. Après, t'as envie que ta famille voit tout ce que t'as filmé depuis. Non, ce serait pas ça, mais ce serait genre tous les médias, tout ce qui existe sur toi, des vidéos qu'on a pris de toi. On puisse en faire un film un peu émouvant avec de la musique. Non, pas intégré dans ta tête. Vraiment que toutes les vidéos de toi qui ont été prises en soirée soient montrées. Qu'on accepte que tu es une personne qui a eu qui a fait des erreurs dans sa vie. Tout ce que t'as regardé sur Internet. Il y avait l'onglet privé. Bref. Tu vas trop loin, Owen. Je parlais d'un truc un peu mignon, tu vois, et là tu... J'ai brisé tout. Oui. Bah écoute. À toi. Bah maintenant je vais partir sur un film. En fait, je pensais que tu allais parler de l'excès. Les questions qui ne sont pas posées dans Live sont posées dans le film dont je vais parler, mais c'est un peu genre le film principal sur le monde de la télévision, parce que c'est Network, main basse sur la télé, de Sidney Lumet, qui est sorti en 1976, avec Faye Dunaway, William Holden, Robert Duvall et Peter Finch. Je l'ai vu avec Jérém. Moi, je l'ai vu aussi. Ouais. Tu l'as vu ? Et bah, allez le voir. C'est l'éternelle lutte, en fait, entre toutes les chaînes qu'il peut y avoir qui font des journaux télévisés.
Et c'est donc cette lutte de qui va grappir le plus d'audience. Et il se trouve que Howard Beale, qui est un présentateur de journal télévisé, il est très emmerdant comme garçon. En fait, ça fait 30 ans qu'il est à ce poste, il n'est pas très intéressant, et donc il est décidé qu'on va le renvoyer. Sauf que lui prend très mal cette annonce et dit que en fait, en live, qu'il va mettre fin à ses jours en live. Sauf qu'en fait, faire cette annonce-là va faire un immense taux d'audience. Ça fait référence un petit peu, j'ai plus le nom de cette dame-là qui avait mis fin à ses jours en direct, ça existe. Et en fait, le choix de la chaîne, c'est finalement de laisser ce monsieur à l'antenne et de le laisser dire tout ce qu'il veut, tout ce qui lui passe sur la tête. Et en fait, progressivement, Howard Beale va péter un câble et va commencer à avoir des discours complotistes, anti-système. Et progressivement, en fait, plus son discours est extrémiste, plus ça va faire de l'audience et ça donne beaucoup d'idées à la chaîne télévisée qui se dit mais venez, on va créer des journaux télévisés par des révolutionnaires ou par des terroristes. Et donc ça va de plus en plus loin et il y a tout un discours en fait sur l'instrumentalisation du discours anti-système parce que le discours anti-système devient un objet du système et à son utilité. Il fait de l'audimat en fait. Ouais. Ça me fait penser dans Black Mirror, je crois que c'est la saison Oui. 1 avec c'est Daniel Kaluuya. Voilà, Daniel Kaluuya. En fait, c'est totalement ça cet épisode, c'est qu'il menace de mettre fin à ses jours. Et ça devient. Et en fait, ça devient une émission qui se met à être regardée. C'est ça. Et Owen, tu parlais donc d'une journaliste, c'est Christine Chubbuck. Christine Chubbuck. Voilà, qui était la première journaliste à se suicider en direct. Du coup, j'avais noté qu'il y a un regard cynique sur les valeurs de l'Amérique, parce qu'en fait, chez Sidney Lumet, on questionne systématiquement les valeurs des Amériques. Dans 12 hommes en colère, on parle beaucoup du système judiciaire. Dans Un après-midi de chien, la résolution du film pose beaucoup de problèmes sur le fonctionnement de la police. Et voilà, donc... je le conseille vivement, Point Limite, si tu ne l'as pas vu. Je ne l'ai pas vu, j'ai pas vu Serpico non plus. Je l'ai en Blu-ray, mais je l'ai toujours pas vu non plus. Je vous conseille vivement Point Limite sur la question de la guerre froide et du conflit nucléaire. Ouais. Et en tout cas, Network, je trouve ça génial. Et c'est très pessimiste, et c'est l'illustration parfaite du plus c'est gros, plus ça passe. Voilà. Les États-Unis, quoi. Les Amériques. Mais en même temps, c'est très chaud comme film, c'est très calme, ça se passe dans des bureaux, quoi. Mais c'est cool. Et il y a des très grands discours anti-système complotiste. À un moment, t'as le big boss de la chaîne, mais que tu vois jamais dans le film, qui à un moment fait un discours pour retourner le cerveau de quelqu'un. C'est assez impressionnant. J'ai vu le film il y a quelques mois, et ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est que dedans, il y a une relation un peu toxique amoureuse aussi, c'est ça, hein. Oui, avec un producteur et Faye Dunaway. Exact. Ouais. Et Faye Dunaway est complètement emporté par le flux des audiences et par ses idées de plus en plus extrêmes pour vendre, alors que lui, il est près de la retraite. C'est ça, exact. Voilà. Je pense qu'on en a fait le tour un petit peu de nos films sur la télévision. On va refaire un tour de table, mais cette fois-ci, le sujet est tout autre. Il n'est pas télévisuel, il est... cinématographique. Sadique. Oui. Parce que Frédéric, il y a 2 semaines, nous a fait un sale coup. Il nous a dit, venez parler en mal des films que vous aimez. Oui. Monstre. C'est un bon exercice, ça permet un peu de revoir ses goûts à soi, de les contredire, je trouve ça cool. Ouais, les aides du désir alors, Alors, je pensais que ça allait être compliqué de le revoir, je l'ai revu juste avant de venir, pour le critiquer, et finalement, je trouve qu'il y a quand même des choses à dire, des trucs que je peux comprendre pourquoi ce film ne peut pas plaire aux autres. Moi, il a continué de me plaire, hein, j'adore toujours ce film, mais je trouve que dans Les ailes du désir, il y a un côté très peut-être verbal qui fait que les gens n'ont pas forcément compris la portée du film. En fait, juste avant de venir, je parlais avec un ami, Bassem, qui est déjà venu dans l'émission, qui déteste ce film. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'aimaient pas forcément Les ailes du désir. Et là où moi j'aimais beaucoup le film, et en gros, je vais un peu résumer le film, comme ça on peut savoir un peu de quoi on parle. En fait, dans Les ailes du désir, vous avez 2 anges gardiens qui observent un peu la vie à Berlin, et qui sont un peu là pour simplement écrire et observer les petites choses qui existent dans la vie, les choses tristes, les choses heureuses, les choses mélancoliques, les regrets des êtres humains. Et en fait, dans ces 2 anges, vous en avez un qui commence à avoir l'envie de devenir lui-même un humain, de pouvoir vraiment ressentir la gravité de l'être, le fait d'être aussi amoureux. Donc voilà, il a un peu cette envie-là. Et en fait, pendant tout le film, c'est vrai que c'est très beau, mais c'est très verbal. C'est presque... Je trouve que c'est un peu un film qui se lit comme un roman.
C'est un film qui, en fait, isole plein de petits passages, plein de petites pensées, parce que du coup, les anges, quand ils observent ces êtres humains, ils peuvent rentrer directement dans leurs pensées. Donc, en fait, ça parle beaucoup. Et en fait, chaque petit personnage qu'il observe, c'est vraiment des petites réflexions philosophiques sur la vie. On peut avoir un homme qui va se suicider parce qu'il a perdu l'amour de sa vie. On peut avoir un vieillard qui regrette le temps qui regrette un peu toute sa vie. Vous avez aussi des personnages perdus. Bon, en vrai, c'est un peu triste quand même comme film. C'est pas si joyeux que ça. Mais voilà, donc il y a plein de trucs cool. Le film, le directeur photo, c'est Henri Alcan, qui est quand même un directeur photo hyper connu. Donc le film est super beau, il est sublime, quoi. En fait, quand vous êtes avec les deux anges, c'est du noir et blanc, et dès que vous allez dans la vraie vie, c'est de la couleur. Donc il y a un jeu entre les deux qui est hyper cool. Assistante réalisatrice Claire Denis, qui a travaillé avec Wim Wenders, c'est vrai. Et bon, ça, je sais pas. Enfin, elle a bien fait son taf, quoi. T'es pas censé dire des trucs négatifs. Ouais, mais attendez, parce que là, je t'ai donné 3 minutes là, ça fait 5 minutes que tu décris le film. Pardon. Du coup, qu'est-ce qui nous va dans ce film, pardon. À la limite, ce qui peut être un peu relou dans ce film, c'est que voilà, c'est un film qui se lit beaucoup et qui est un peu c'est dur, hein. Qui peut être vite redondant, en fait. Je pense que c'est ça, parce que moi je l'avais vu et j'étais pas du tout rentré dedans. C'est Autant, ça. tu vois, de Wenders, j'aime beaucoup Paris, Texas. Mais en fait, j'avais été très déçu, parce que moi, cette histoire d'ange, je m'attendais à un truc vraiment très très beau. Et toutes ces situations-là, plutôt que d'y voir de la poésie et de la beauté, c'était plutôt de l'ennui. C'est Genre ça. plutôt de l'attente, de me dire, mais quand est-ce qu'il va vraiment avoir un sursaut? En fait, c'est un film qui s'arrête sur décrire ce qu'il voit, en fait, décrire la vie. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'es un peu en mode, ouais, mais on va où, du coup? On va où? À la limite, le seul moment où ça peut être intéressant, c'est effectivement quand l'ange devient humain. Mais même ce moment-là, du coup, c'est les 30 dernières minutes du film, et il y a un truc un peu en mode, voilà, quoi, relou. Mais je fais de mon mieux, c'est très très dur. C'était un film qui s'entend trop parler, et qui, du coup, comme s'entend trop parler, n'avance pas dans un rythme que nous, spectateurs, on aimerait avancer, quoi. Et il y a surtout une suite au film que je n'ai pas vue. Qui n'est pas réalisé par Qui n'est pas réalisé par Wenders, je crois, oui. Et voilà, à la limite, peut-être, mais moi, je suis un poète, moi, Tu t'es bien foutu de notre gueule. Franchement, il nous a donné ça à faire, et lui... C'est dur. Mec c'était dur pour tout le monde. C'était dur. J'ai voulu le revoir avec mon œil, pas vraiment lire des critiques à côté, et ouais, peut-être le côté verbal, à la limite, ce serait le seul mauvais point, c'est que ça peut ne pas toucher tout le monde. Et pour le coup, pour l'avoir revu une seconde fois, je l'ai pas mis un 5 sur 5, vous voyez, je l'ai mis un 3,5. D'accord. Donc ça descend un peu quand même, hein. C'est un film peut-être qui se voit qu'une fois, et puis à la limite, plus tard, ça peut devenir ennuyant. Ouais. Ça a bien descendu. Hein, mais, Ça a bien descendu quand même, c'est vrai. Quand même une belle fraude. Hein, Quand même. Non, mais voilà. Bon. Qui des d'autre avis a... Alors, moi, je veux qu'on garde le meilleur pour la fin, c'est-à-dire Owen. Je pense. Je pense. Alors moi je veux bien, parce que je pense que je vais être dans la même configuration de Fred, en fait. Essayer de se poser devant un film que tu aimes beaucoup. Tu peux en reconnaître les défauts, mais essayer de le désapprécier ou d'en faire une critique négative, ce serait presque se mentir à soi-même et se forcer à ne plus aimer la chose. C'est-à-dire que moi, c'était Anabi, le film dont je devais parler. Le truc qu'on peut reprocher tout de suite à Anabi, c'est sa lenteur et sa vision très poétique, très démonstrative. Très contemplative, voilà. Mais en fait, ce genre de défaut-là que je pourrais reconnaître, j'y vois plus des qualités. Donc c'est très compliqué. Par contre, là où je pourrais voir un défaut, c'était un défaut que je voyais déjà à mon premier visionnage, mais ça rentre dans la logique du film, c'est qu'en gros, Anabi, ça te parle d'un policier qui est incarné, que Takashi Kitano incarne lui-même, un ancien policier qui se tourne en fait vers les Yakuza, parce qu'en fait, il n'a pas assez d'argent pour payer le traitement de sa femme, et après c'est une arrestation qui a mal tourné où il a perdu un coéquipier et il a quitté la police. Et en fait, tu as donc un de ses coéquipiers qui est mort, il y a lui qui a quitté la police, un autre qui est resté justement dans les rangs, et en fait, il y a un deuxième personnage qu'on suit le long du film, qui est le troisième coéquipier qui est devenu handicapé. Et en fait, c'est-à-dire que c'est pas un personnage principal que tu vas suivre, mais tu vas avoir des petites séquences de 8-5 minutes qui pop en plein milieu du film et qui créent deux destins en même temps. Et c'est peut-être le point faible d'Anabi, c'est de ne pas avoir su insuffler en un même personnage, c'est-à-dire au personnage de Kitano, ces deux phases de personnage. C'est-à-dire que ce personnage handicapé, il va faire beaucoup de peintures. Ce sont des peintures qui vont être intégrées par Kitano lui-même dans le film. Et c'est vrai que c'est dommage de peut-être pas avoir su concentrer ça dans le personnage de Kitano, d'avoir eu besoin d'un deuxième personnage qui va venir casser le rythme du film. C'est marrant que tu dis ça, parce que moi, dans mes souvenirs, c'était Kitano qui peignait. Enfin, c'était le personnage de Kitano. Non, c'est pas Kitano qui peint dans Anabi.
C'est son coéquipier dont j'ai plus le nom. Et je sais qu'Owen, toi, tu l'as vu le film. En effet. Et je sais pas, est-ce que tu vois ça comme un défaut, justement, ce double personnage Alors, ce que tu décris, la liaison peut-être imparfaite entre les deux trajectoires, je l'ai plus trop en tête parce que le film, ça monte un petit peu, ça remonte, mais je me souviens m'être un petit peu ennuyé. Oui, parce que c'est un film qui est très lent. Qui est très lent et qui joue peut-être beaucoup trop sur sa beauté picturale, finalement. Mais j'ai souvenir de m'être un peu plus ennuyé devant Sonatine. Sonatine, c'est très... c'est des Yakuza qui jouent sur la plage, quoi. C'est ça. Mais voilà, je saurais pas quoi dire de plus à part ce défaut-là. Donc je reste, comme Fred, très timide. Mais t'as un peu mieux fait tes devoirs. Non, mais j'ai critiqué, j'ai dit que c'était trop bavard. Non, mec, tu l'as rebatté cet après-midi, tu te dis, oh merde, tu n'as pas réfléchi, Mais t'es parce que arrivé devant Julien nous. ne l'a pas regardé, justement. C'est comme ça qu'il a. Moi, j'ai trop Mais attaché je là. connais le film et j'aime beaucoup revoir des séquences d'Anabi. Moi aussi, j'ai revu le film, pourtant. Ah, bah toi, du coup. Non, je veux bien laisser Alice parce que moi, j'ai vraiment. Ok. Je veux bien laisser Alice. Ok, moi, je dois dire, j'ai interprété ton exercice peut-être un peu différemment de vous deux pour l'instant, dans le sens où, donc je parlais négativement de Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Parler mal de Phantom of the Paradise de Brian De Palma, c'est compliqué. Alors, je préfère le dire quand même de base. Moi, j'avais proposé à Alice de parler de mal de Spencer, mais c'était trop dur, donc on a changé le film. C'est pas forcément trop dur, je l'ai pas vu depuis trop longtemps pour me souvenir assez pour en parler. Mais non, mais du coup, je suis partie sur une critique un peu full mauvaise foi. Je me suis dit que ça serait plus drôle. J'ai fait pareil, c'est Voilà. pour ça. Bon, bah. Je me suis dit que ça serait peut-être un peu plus drôle. Première critique, j'allais dire très mauvaise foi, mais dans le fond, je la pense quand même beaucoup. Comment voulez-vous que je croie en ce grand méchant qu'est Swan alors qu'il ressemble autant à Dave À la rigueur, Dave avec une vibe Elton John sur les bords. Je suis désolée, Quand Dave rencontre Elton John. vraiment, je veux pas. Avec un peu de Dolly Parton, je trouve, dans le long peroxydé, tu vois. Donc, bon, Ouais, mais en même temps, le côté très lutin farfadet marche, fait peur en mais fait, non, tu mais vois. non, mais tout est ridicule, enfin, Fred. Ce film est ridicule. Tu veux pas rajouter un petit côté Claude François aussi à ton Oui, non, melting mais si, bah, de toute façon, tous pareil, hein. Oui, le petit lutin dans Shrek 4, il fait peur. C'est la même chose pour moi. Fais ton greu. Mais le pire, c'est qu'il m'a fait vraiment, enfin, toute la scène dans la salle de bain. J'ai pas résumé le film, bon, allez le voir, franchement, il est sorti depuis assez Il est longtemps. connu quand même. Il est connu en plus. Mais en fait, pas tant que ça, je trouve, de la filmographie de Brian De Palma, c'est pas le plus accessible non plus. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc, oui, Phantom of the Paradise, qui est un mélange à la fois de Faust, du fantôme de l'opéra et du portrait de Dorian Gray, parce qu'apparemment, ici, on fait aucun choix. Et en plus, enfin, déjà, en plus, pourquoi nous sortir cette take sur le portrait de Dorian Gray alors que Netflix nous a sorti, ou va nous sortir, je sais même pas, une superbe adaptation où Dorian et Basile sont frères, hein, parce que l'homosexualité, ça n'existe pas, apparemment. Pour le coup, ah non, j'allais dire un truc positif, mais je me tais. Pareil, donc. Winslow Leach, qui du coup apparemment ce musicien absolument exceptionnel, alors que ses musiques sont un peu éclatées au sol. Non. Je peux pas. Mais Oh laisse-moi non critiquer. Je peux critiquer T'as en rien contre le rock? Non, mais même pour du rock, enfin c'est Ok. nul. Tu vois, tout à l'heure, pour ma thèse, j'ai regardé Les Rues de Feu avec Willem Dafoe. Et bah ça, c'est un vrai film rock. Je n'en dirai pas plus. Ouais, non, les musiques terribles. Et le jeu d'acteur, mais en fait, c'est ça, le jeu d'acteur, la musique, les décors, les costumes, la lumière, les mouvements de caméra, mais il faut arrêter d'en faire trop comme ça. C'est juste mais insupportable, tellement. Juste la migraine, ça va trop vite, il y a trop de couleurs. Moi, je peux pas. Moi, je veux des films désaturés au possible. Ça, c'est terrible. Tu veux du Marvel Ouais, voilà. Moi, je veux pas de couleurs. Le Technicolor, horrible. Je déteste. Le split screen. Oui, non, mais les split Oh là screens. là, c'est Non, bon. non, mais le montage, qu'est-ce que j'en ai à foutre de voir la vision de Winslow quand il arrive. Waouh, ça fait peur. Ouh. Non, franchement. Non, mais du coup, voilà. J'ai envie de me rajouter là, attends. Phantom of the Paradise, terrible. Ouais, mais Brian De Palma, il croit qu'on est trop con pour oublier qu'il y a la bombe dans la bagnole. Mais oui. Puis là, il te rajoute le tic-tac, tic-tac, tic-tac. Enfin, genre, c'est bon. Là, ça suffit. Et oui, non, et puis, ils sont tous ridicules, quoi. Je sais pas. Ouais, voilà, du coup je déteste Phantom of the Paradise, c'est le pire film que j'ai vu de ma vie.
très moche. De toute façon, Brian De Palma, voilà. Oh non Hein Là, ça fait mal. Je vais arrêter. Je pensais que C'est drôle parce que moi j'y repense au fait qu'on disait que Running Man 2025, l'intro est trop longue, ça prend trop son temps. Bah, je trouve que Phantom of the Paradise, ce qui est bien, c'est que ça va très vite en fait. Le Ah oui, début. oui. Mais ça va trop vite. Mais non Trop vite. prend pas Mais son vous me laissez temps, Très dire. expéditif et c'est assez cool qu'on rentre direct dans le cœur du film en fait. Oui. Voilà, j'ai repensé. Non, mais c'est, au moins, t'as. Bravo, Ouais, non, bravo, tu vois, je fais bien bravo, mes devoirs. bravo. Même Ah non, si mais je c'est- fais pas le bon film, je fais bien Non, mes c'est devoirs. très bien, bravo. Jérémy. Et oui, donc du coup, je me suis un peu J'ai fait, hâte. j'ai un peu fait comme Alice. J'ai essayé de faire un exercice d'écriture que j'ai appelé Haine sur incassable. Oh là là, Voilà. j'ai hâte, vraiment. Vas-y, Il va- dis-le avec tout Tu ton vas cœur. donc casser du sucre sur un cassable. J'ai fait un peu comme Alice, du coup, j'ai essayé de retourner complètement mes arguments positifs en arguments vraiment C'est négatifs. Voilà. Bravo. Franchement, Incassable, c'est typiquement le genre de film où tu te demandes au bout de 10 minutes pourquoi tu l'as lancé. L'ambiance est tellement pesante qu'on dirait que Shyamalan essaye de nous assommer à coups de silence et de plans interminables. On est censé ressentir une tension, une profondeur, mais en vrai, c'est surtout un grand vide qui s'étale sur près de 2 heures. Les dialogues, bah c'est pas ça qui va te tenir éveillé, c'est plat, limite soporifique. Les personnages ne semblent jamais vraiment engagés dans ce qui leur arrive, et puis on nous vend une intrigue originale sur une espèce de réflexion sur les super-héros. Mais en fait c'est une suite de clichés un peu classiques. Les révélations du scénario, bon bah tu peux les deviner dès le début si t'es pas trop con. Et puis tu te finis par te demander si Shyamalan n'a pas juste voulu nous faire tourner en rond pour qu'on ait l'impression de regarder quelque chose de profond. Visuellement c'est pas mieux, c'est gris, c'est sombre, c'est déprimant. Alors que bah moi je veux comme du Marvel, moi je veux de la couleur quoi, je veux que ça Ouais. pète. Bah, les derniers Marvel, parce que sinon Marvel, eux aussi, ils allaient vers du. Ouais mais je du- veux des couleurs qui pètent quoi moi, Ouais, Superman quoi. voilà. Bon, c'est un peu violet. Ouais bah c'est la seule couleur, mais sinon c'est gris et terne, à part le violet. C'est un peu violet. Je l'ai pas vu, ouais, Ah bon Non. Bon, c'est de la Ah, ça me merde. donne pas envie, ouais, ça l'a rendu. Oh, Bah, c'est du coup, nul. tu n'as pas du tout envie de le voir là, Jérém. Bah, en résumé, Incassable c'est surtout beaucoup de prétention, pas mal de longueur et très peu de satisfaction. Ok, bah merci. Bah merci de nous avoir dit ça. Moi, je regarderai jamais ce film du coup. Merci beaucoup. C'est génial parce Voilà. qu'il pense absolument pas une seule fois. Voilà, en fait le truc c'était Aucun de trop ces mots n'est compliqué. vrai. Voilà, pour moi c'était vraiment trop compliqué de trouver des points négatifs tellement je trouve le film parfait. Mais est-ce que par exemple, Donc, vous avez j'ai regardé des décidé- points négatifs sur internet J'ai essayé, ouais, Ouais. et du coup, oui, ce qui en ressort globalement, c'est que oui, il y a beaucoup de longueur et que les acteurs, genre Bruce Willis, ils font rien dans le film, alors que non, justement, enfin, que le film est trop lent, trop. Tu vois, enfin. Alors que moi, Allez, c'est parti. j'en ai fait des recherches. C'est mon rêve. C'est mon rêve depuis toujours de l'entendre de sa voix qu'Avatar est nul. Non. C'est nul. Non. Bon, en vrai, j'ai écrit un texte pour pas déborder. Je suis allé chercher des critiques à droite à gauche en fait pour dire ce qui ne va pas chez Avatar. Donc, on va mettre de côté toutes les qualités techniques et formelles que je trouve au film. Donc, on va pas critiquer les effets spéciaux, on va pas critiquer Mais, on toutes ces critique- choses-là. mais personne ne critique la qualité visuelle d'Avatar. Bon, Critique moi la aussi. qualité scénaristique On va d'Avatar. parler du scénario. Elle est premier Voilà. degré. Hein. Les éléments qui. Non, tu peux ne pas être sensible à la direction artistique. Mais visuellement, Tu vas c'est- me dire quoi penser? Bref. Donc les arguments que je vais avancer, ce sont ceux que j'ai trouvés à droite à gauche. Je vais me réserver de dire des contre-arguments pour pas traîner en longueur, mais sachez que la plupart des arguments avancés, si je m'écoutais, je pourrais retourner la question et vous faire une analyse inverse. Bref. Vous ne pouvez pas voir Owen, Franchement, mais il a vraiment une goutte de sueur sur le front là. Non, mais j'aime bien toutes les pincettes qu'il prend avant de mais non, mais commencer. ça me fume parce que je me suis fait chier à aller trouver des arguments pendant que Fred il a fait « Mais c'est long ». Bref, premier élément un peu problématique d'Avatar, c'est la représentation caricaturale du panthéisme. Je suis allé faire des recherches. Donc, c'est quoi le panthéisme? C'est l'adoration de Panthée. C'est une doctrine philosophique dans laquelle Dieu est absolument tout. Et donc, vous comprenez bien que le problème, c'est Eiwa. Eiwa, c'est la divinité qui régit les Omaticaya. En fait, dans Avatar, on suit un seul peuple de Na'vi, un seul peuple parmi tous les Na'vi de Pandora, donc c'est-à-dire les Omaticaya, le peuple de la forêt. Sauf que les Omaticaya, eux, ils ne voient que Eiwa. Sauf que Eiwa, en fait, va plus servir de Deus Ex Machina et de ficelle narrative que d'avoir une véritable charge de sens. Il jubile, Fred, mais il jubile tellement, c'est ouf. Owen, j'ai l'impression que t'es enfin avec nous là. Non, cet argument, t'aurais été incapable d'aller chercher. On peut aussi noter la problématique très hollywoodienne du blanc qui débarque dans une communauté et qui finit par être le meilleur d'entre eux.
Donc c'est quelque chose qu'on peut rattacher à beaucoup d'autres films, avec tous les concepts de élu, de Chosen One, où le héros, complètement novice au début, va surmonter toutes les épreuves et devenir le roi du monde, parce que c'est le meilleur et surtout parce qu'il est américain. Et pour ça, je vais citer Annalie Newitz, qui disait dans la revue IO9, qui conclut qu'Avatar est un film fantastique de plus sur les races où un type blanc devient le membre le plus génial d'une culture non blanche. Voilà. Je poursuis. Mais c'est vrai que sur ça, en tout cas, Avatar n'est pas le seul film, et la plupart des films hollywoodiens, américains, effectivement, à ce truc-là, hein, ça, tu vois, on peut pas leur enlever. Oui. Voilà. Alors pourquoi on se faut pas Bon, je dis souvent aussi que le cinéma de Cameron repose sur des archétypes. Donc il y a souvent le marine droit dans ses bottes qui ne remettra jamais en question la autorité. Donc là c'est Quaritch dans Avatar. La scientifique au grand cœur qui est émerveillée par le pouvoir de la nature, Grace. La soldat badass, Michelle Rodriguez. C'est des archétypes qu'on retrouve déjà dans Abyss, Terminator, Aliens, donc dans un paquet de films de James Cameron. Le souci peut-être qu'on peut retrouver avec Avatar, c'est que il ne trouve jamais une forme nouvelle ou quelconque évolution à ces archétypes. Donc sur ce point, on peut considérer que Cameron est resté sur ses acquis et s'est montré même fainéant sur la manière de caractériser ses personnages, qui avaient plus de vie dans ses films précédents. Dernier truc. Et ça, pour le coup, je suis d'accord avec le dernier truc. T'étais pas d'accord avant ? Si, mais je pourrais, je pourrais contre-argumenter. Ok. Enfin, Avatar porte les travers du cinéma classique hollywoodien avec une vision idéaliste et lisse d'un monde merveilleux qu'on ne remettra jamais en question. Donc ici, Pandora, à la manière d'un Danse avec les loups où le héros tourne le dos aux États-Unis pour un monde beaucoup trop idéalisé et dont on ne remet jamais en question les limites. Pandora, c'est trop bien, mais il n'y a pas trop de contrepoint à Pandora pour vraiment justifier le dos tourné de Jake Sully face aux États-Unis. Mais bon, en même temps, c'est ce qu'on va voir dans le 3e film qui sort bientôt, que ça va être trop bien. Hein? C'est marrant parce que un truc aussi que j'avais vu, c'était Bell Hooks qui parlait d'Harry Potter. C'est que Harry Potter, ouais, en fait, c'est le Chosen One, etc. Mais en fait, il réutilise la même violence contre ce qu'on lui inflige. Et je trouve qu'Avatar, c'est un peu ça aussi. C'est que on te parle d'une violence donc humaine, terrestre, mais en soi, la violence qui est retournée est la même. Les navires retournent aussi la même violence envers ceux qui les attaquent. Il y a un peu ce truc où la violence, finalement... Oui, mais le discours que porte Cameron dans Avatar, c'est pas violence contre violence, c'est violence machine, mécanisée, contre violence nature. Mais ça n'en reste pas moins la même violence. Et ce qu'il dit juste, c'est que la nature, Mais elle est légitime. Elle est bio. Mais c'est pas juste aussi que les navis se défendent face à de la violence qui se prennent dans la gueule qui est pas justifiée. Enfin, je l'ai pas vu depuis longtemps. Je veux pas défendre le film, attention. Oui. Mais c'est ça, c'est que juste les navis, ils sont sur leur terre et on vient les emmerder, quoi. Et puis c'est juste qu'eux, ils sont en harmonie avec la nature et que c'est pas juste une réponse des navis, c'est une réponse de la nature elle-même. Si je peux juste faire une remarque sur la question du white savior et tout ça, parce que tu avais l'air de dire que pourquoi on s'attaque surtout à Avatar pour ça, alors que beaucoup de films américains le font aussi, et je suis d'accord là-dessus. Néanmoins, je pense qu'Avatar, en fait, c'est un film où les enjeux sont énormes, comparé à beaucoup de films où, oui, il y a le white savior, mais c'est quelqu'un qui va sauver moins de gens, où c'est vraiment dans un contexte un peu plus restreint, entre guillemets. Et donc là, forcément, on s'y attaque parce que c'est vraiment énorme le fait qu'un mec arrive et sauve tout un peuple, tu vois. Et c'est peut-être aussi pour ça que lui s'en prend plus que... Ouais. Mais après, ce qui est bien, c'est que dans le 2, du coup, on en parlait avec Owen la dernière fois, c'est que finalement, on le désacralise, ce personnage-là de Jake Sully. C'est qu'il fait des erreurs, et j'ai l'impression que dans le 3, ce sera pas non plus un personnage qui est totalement équilibré et qui va sauver tout le monde. Donc en soi, à voir ce que va faire Cameron, tu vois. J'ai fait mon travail. Ça y est, le moment est passé. Putain, bah, c'est mémorable, hein. Merci. Maintenant, on peut réapprécier ces films-là. Merci. Enfin, quoique, il y en a deux, ils les ont appréciés, mais... Moi, j'ai baissé Ils ma osent note. C'est de ouf. Vous êtes content? Oui, on est Ouais. très contents. Très content. Dernière chose que t'as à faire, Fred, c'est pour qui le Joker la prochaine fois? Le Joker, ce sera pour Owen. Merci mon ami. Il a fait un vrai travail, ça m'a vraiment touché ce que t'as fait. Merci. Ah oui, il s'est fait chier, il a été chercher des trucs. T'as écrit vraiment un petit mémoire. Tu m'offres un kebab? Vas-y. Oh ouais. Bon, Il savait pas quoi bouffer ce soir, lui. si en plus faut que je vide le frigo avant de partir en non, Bretagne, non, mais non, non, non. kebab. Chiffre. À l'occasion de la sortie de Running Man et puis même des 4 adaptations de Stephen King auxquelles on a eu le droit cette année, j'ai voulu m'attarder sur un corpus mastodonte, les adaptations de Stephen King. Alors pour mettre au clair, le corpus que j'ai utilisé pour cette chronique comporte 59 films, et je dis bien films parce que par exemple je n'ai pas compté les téléfilms que sont l'adaptation de Shining et de ça pour la télévision.
Mais autrement, il me semble ne pas avoir oublié d'adaptation cinématographique dans ce corpus, donc on est à 59. La première adaptation de King remonte à 1976 avec la sortie de Carrie au bal du diable de ce tâcheron de Brian De Palma qui a fait... Merde, je me suis gouré de chronique. Donc en 49 ans d'adaptation, on a eu le droit à 59 films, donc ce qui en fait un peu plus d'une adaptation par an, ce qui est pas mal. 50, c'est le nombre de réalisateurs qui ont tenté l'expérience d'une adaptation du Maître de l'horreur. 2 réalisateurs s'y sont illustrés par 3 fois. Mike Flanagan avec ses adaptations de Jessie, Dr. Sleep et The Life of Chuck, et Frank Darabont qui a adapté avec brio, il faut le dire, Les Évadés, La Ligne Verte et The Mist. Et 5 réalisateurs en ont fait 2, dont un où c'est un peu de la triche, puisque Andrés Muschietti a fait 2 parties de son adaptation de ça, mais autrement ce sont Mick Garris, Rob Reiner, George Romero et Lewis Teague qui ont fait 2 films adaptés de King. Des grands noms du cinéma se sont penchés sur sa carrière à King, puisqu'on peut citer entre autres des réalisateurs comme David Cronenberg, John Carpenter, Lawrence Kasdan, Toby Hooper, Tom Holland, Stephen King lui-même et bien évidemment Stanley Kubrick. Tom Holland, il a fait quoi? Quand Tom Holland, je saurais plus te dire, mais Okay. je sais il est dans la liste des films. Ensuite, si on prend les notes IMDb, l'adaptation la mieux notée, c'est laquelle selon vous? Shining. Les Évadés. Les Évadés. Les Évadés, qui est Ouais. le film le mieux noté d'IMDb, il faut le savoir. Hein, Il est toujours premier là? Ouais, à 9,3 sur 10. C'est abusé. Bon, Non, mais en Oui. même temps, j'ai une mauvaise image des Évadés. bah pourquoi? Je trouve que c'est un film qui a trop tire-larme, trop Oscar. Et en fait, le film est bien mis en scène, mais je trouve qu'il est trop. En fait, il est trop toujours dans. Si tu trouves ce défaut-là aux Évadés, qu'est-ce que ça doit être sur la ligne verte? La ligne verte, c'est même pire. Bah ouais, justement. C'est pire. Et à contrario, l'adaptation la moins bien notée, il y a 2 films à égalité, mais je suis pas sûr que vous les trouviez, mais on va essayer de voir si... Maximum Overdrive, Non, peut-être. et bah non. Non. Ah, le film qu'il a réalisé lui-même. C'est ça. 2148, non? Un truc comme ça? Non. Chambre 1400, je sais pas combien là. Ouais. Non, pas- Chambre- non, parce que c'est The Mangler et Cell Phone. Voilà. Des films inconnus au bataillon, je pense, pour vous. Et il faut savoir qu'en moyenne, les adaptations de King sont notées 6,3 sur 10. Voilà. Ensuite, si vous voulez vous faire un marathon de ces 59 films du corpus, il va vous falloir 104h34, soit 4 jours, 8h et 34 minutes, avec Ça, comme c'est- film le plus long La Ligne Verte avec ses 3h09, et en film le plus court The Doctor's Case avec sa petite heure 5. Ça, c'est pour Alice, vu que t'aimes bien Stephen King. Bah oui, j'adore. Parlons box-office maintenant. Au box-office américain, les adaptations de Stephen King ont engrangé plus de 1,8 milliard de dollars de recettes, avec une moyenne pas loin de 40 millions par film, et avec comme plus grand succès sa chapitre 1, avec près de 330 millions de dollars de recettes. On peut noter que seulement 3 films ont atteint les 100 millions de dollars aux USA, les 2 volets de ça, et donc La Ligne Verte. Concernant le box-office mondial, c'est également la première partie de ça qui est le plus gros succès pour une adaptation de King, avec plus de 700 millions de dollars de recettes mondiales, et l'ensemble de ces recettes s'élève à plus de 3,1 milliards de dollars de recettes, avec une moyenne à 65 millions par film, ce qui est pas mal quand même. Bah, c'est marrant parce qu'avec 59 films, tu pourrais te dire largement plus quand même. 65 millions par film, c'est pas dégueulasse, hein. Non. En France, comme souvent, on n'aime pas faire comme tout le monde, car l'adaptation de King ayant fait le plus d'entrées, c'est quand même... Ça. Non. Bah non, du coup, puisqu'on Cimetière. n'aime pas faire comme tout le monde. Ah. C'est Shining, Kubrick oblige, Ah, avec bah oui. 2 359 705 entrées, donc à peu près 137 000 entrées de plus que la première partie de ça, qui est deuxième. Ces 2 adaptations sont les seules à avoir dépassé les 2 millions d'entrées, autrement 3 autres films ont dépassé le million, Carrie, La Ligne Verte et la deuxième partie de ça. J'ai juste une petite question. Oui. Quand tu dis le nombre d'entrées, c'est en comptant juste la sortie originale La ou sortie tous les- originale Ok. seulement, ouais. Parce que sinon j'allais dire Shining et tout, vu Ouais, qu'il ça passe ressort tous les beaucoup. 4 matins. Ça Non, rajoute non, beaucoup, c'est beaucoup de- juste sortie originale. Ok. Hein. Je compte pas les ressorties et les possibles séances qu'il y a tous les 2 jours Oui. dans les Absolument. quartiers Voilà. latins. C'est pour ça. Et pour finir avec la France, le cumul des entrées des films du corpus atteint 19,1 millions d'entrées avec une moyenne à 560 000 entrées par film. Ça ne bat même pas Bienvenue chez les Ch'tis. Bah, qu'est-ce que je te dis? Après, il n'y a pas tous les films qui sont sortis. Enfin. Il n'y a pas tous les films qui sont sortis en France. Hein. Oui. C'est possible aussi. Au niveau des récompenses, les adaptations de King, c'est 574 nominations pour 156 victoires, dont un Oscar de la meilleure actrice pour Kathy Bates dans Misery, soit 27% de prix possibles obtenus. Voilà. Passons à nos chiffres sur les adaptations de Stephen King, c'est le moment que vous attendez tous, généralement. Alice est à 4 films,
au niveau des films vus. Voilà. T'aimes vraiment beaucoup Stephen King. Alors, hein. j'adore Stephen King, vraiment mon auteur favori, genre, waouh, j'ai lu Ouais, il tous s'en prend ses tellement livres. plein la gueule aujourd'hui. Je vais me taire, sinon je vais me faire virer à coups de pied de cet appartement. Mais non. Mais j'avoue que oui, j'aime pas du tout Stephen King. J'ai essayé de le lire, on n'est pas amis tous les deux. Et toutes les adaptations que j'ai vues pour l'instant, j'en ai vu que 4, et les 4, j'ai pas vraiment aimé. Sauf Shining. Non, Shining, j'adore. Mais les 3 autres, j'ai été C'est très vrai qu'il a déçue. pas aimé en donc, plus Stephen King. Shining, ouais, c'est Bah bien voilà, c'est pour ça que j'aime. Donc voilà, t'es vraiment, forcément, ça me donne pas envie d'aller voir ces films. Owen, il fulmine. Enfin, ces adaptations. Dis-nous les 4 films du coup, Jérém. Oula, j'ai oublié lesquels Ah, c'était quoi Alors il y a Shining, Carrie, donc je crois. Running Non, tu l'as pas Man, vu Carrie parce que c'est Brian De Palma, bon là ça va. Et j'ai vu cette année Non, pas Life of Chuck. Life of T'as même Chuck, pas vu pardon. les évadés, les trucs un peu. Si, non, ça faut que je les vois, mais tu sais, c'est dans la liste. Ouais, voilà. Life of Chuck, ça t'a pas plu? En fait, bon, j'y suis allée pour Tom Hiddleston, ça m'a motivée. J'ai trouvé que le film fonctionnait pas trop au niveau du rythme et je me suis plutôt ennuyée. Alors que le film était pas si long que ça et j'ai trouvé ça très, très chiant. Oh zut. Ouais, non, j'étais pas convaincue par le. Même la scène de danse. Oh zut. Ouais, Oh non, oh non. je sais pas. Non, mais c'est pas mon truc, voilà. Vient ensuite Julien avec 8. Par la suite, moi-même avec 10. Et Fred et Owen sont à égalité grâce au visionnage tardif de hier, voilà, donc tardif de Running Man. Ah, mais de j'aurais trop dû mater Maximum Overdrive en Blu-ray, je n'ai en plus. Voilà. Du coup, vous êtes sur la première page du podium à égalité avec 16. Mais en fait, c'est vrai que c'est des films. J'ai grandi avec Les Évadés, avec La Ligne Verte. Je pense que après Harry Potter, je les ai vraiment vus beaucoup de fois, mais je pense que le film dans ma vie que j'ai vu le plus de fois, c'est La Ligne Verte ou Les Évadés, tu vois. Donc il y a un truc où j'ai grandi avec King, et je pense que toi aussi. Tu sais que Les Évadés, moi je l'ai vu qu'une seule fois. Ah ouais, mais il passe tout le temps à la télé. C'est vraiment le film qui passe le plus Ouais, à la ouais, télé. je sais, Donc mais- dès qu'il passe, je le regarde. Tu La vois. ligne verte, je l'ai beaucoup vu. Parce que Shining, oui, je l'ai poncé comme c'est pas permis. Mais après, ouais, bah les ça, quoi. Ouais. Ça, qu'est-ce que j'aime ça. Alors, on t'a assez charrié pour avoir trop apprécié le 2. Ouais. Ouais, c'est vrai que le 2, moi, je m'en suis jamais remis. Pour le coup, je reviens sur la série. Regardez la série, elle est impressionnante. Vraiment, moins de 16 ans, c'est normal pour une série qui, dès le premier épisode, te tape dans la tête. Vraiment, c'est impressionnant. 3 films ont été vus par tous, donc Running Man, puisqu'on vient d'en parler, c'est logique, mais également les 2 premières adaptations de King que sont Carrie et Shining. A contrario, 40 films du corpus n'ont été vus par aucun d'entre nous, dont Cujo, la première adaptation de Cimetière, The Mist, ou encore ce classique qui a l'air d'être Maximum Overdrive. Je l'ai en Blu-ray en Faudrait plus. le voir, bah venez on le regarde, hein, avec des bières. Owen et Fred sont les seuls à avoir vu un film que les autres n'ont pas vu, et ils en ont 2 chacun. Donc Fred est le seul à avoir vu la première adaptation de Running Man, encore une fois de manière tardive, mais il l'a vu, et The Monkey, sorti cette année. Quant horrible. à lui, Owen est le seul à avoir vu Dead Zone et La Tour Sombre. Ah, vous avez pas vu Dead Zone? Ah, alors, je crois que j'ai une info, j'ai peut-être dépassé Owen. Est-ce que tu comptes les séries du coup? Bah non, Bah non. J'ai dit que je comptais que les films. Le corpus, c'était les 59 films que j'ai envoyés. La date de l'assassinat de Kennedy. Ah, 22 Ah, 63. Ouais, j'ai vu la série. Mais t'as pas, par exemple, les téléfilms aussi, il a pas compté. Sinon, vois, il aurait compté le ça de Ça 90. ouais. Putain, je voulais juste te dépasser. Non, vous êtes à égalité. Voilà. Et enfin, dans les films qu'il manque à une seule personne d'entre nous, Alice est la seule à ne pas avoir vu le premier volet de l'adaptation de ça et la deuxième adaptation de Cimetière sortie en 2019. Je pense qu'il y a quand même des trucs que tu pourrais kiffer dans les adaptations de King. Hein. Je pense que t'as vraiment vu les mauvais, quoi. Les mauvais. Non, mais les mauvais à part Shining, mais genre, tu vois, t'en as Carrie, vu c'est bien. Carrie, Ah c'est oui. incroyable. Carrie, T'avais c'est pas trop aimé Carrie? Si, non, j'ai bien aimé. Ah bah voilà. Non, Carrie, c'est pas Mais mal. t'as des trucs sympas en vrai. Non, mais La Ligne Verte et Les Évadés, c'est des films qui se font très vite oublier que c'est des adaptations de King. Oui, oui. pareil Mais ça, pour- j'avoue, Stand by je Me. le savais pas jusqu'à. Ouais. Ah ouais, c'était une by me, tu vois, de ouf. J'allais dire Stand By Me, Ouais. justement. C'était une by me, ouais. Et Fred, quant à lui, est le seul à ne pas avoir vu Life of Chuck parmi nous Ouais, 4. ouais, Nous qui est cinq, pardon. sorti- ouais, qui ne tentait pas. Bah, pourtant. T'as rien raté. Mais je Ouais, suis, voilà. Ah, mais non, moi je. je suis étonné On aime que bien. vous soyez si nombreux à être allés voir ou avoir vu Cimetière de 2019. Bah ouais, Je l'ai vu on avec l'a toi, vu ouais. tous les 4. Ah bah oui, on l'a vu ensemble. Non, je crois pas qu'on l'ait vu ensemble. Hein. Non, Non. je dis on l'a vu tous les 4. Moi, je l'ai vu avec toi, ouais. Tu vas emmener voir ça. Toi, tu lui as imposé. Ah, j'ai kiffé l'adaptation. Je suis désolé, Ça, c'était ça, nul. Oh non, Non, c'était c'était nul. nul. Ah ouais, j'ai bien aimé. Tu lisais le livre, tu venais de finir le livre et t'as dit, oh bah viens, on va voir ça, et du coup on y est allé. Je crois qu'on était à Bercy. Oui, c'était En à fait, Bercy. tous les films que Jérém et Julien ont vus, c'est parce que tu les as emmenés. Oui, bien sûr. Ouais, il me force énormément. Tous les jours, tu dois lire du Stephen King, Jérém. Tous les jours. Ouais. 5 pages par jour. Bon, de toute façon, c'est fini. Bah, merci pour ces chiffres. Non, mais C'était éreintant quand même de compiler toutes ces données, je tiens à le dire. Ah, bah, merci, c'est Jérém. ouf. T'as tout fait ça pour Owen, comme d'hab.
Avatar, Stephen King, là on... C'est toi qui m'a... Oui, c'est lui qui a proposé Avatar. Oui, non, ouais. non, le fait qu'on s'impose aux autres, C'était marrant. c'était moi qui l'ai proposé, mais c'est Fred qui a balancé l'idée d'Avatar en premier. Je tiens à le dire. Merde. C'est enregistré, on a les preuves. Putain. Bande d'assassins. Ah, mais c'est bon, c'est passé. C'est passé, ça va? Oui, j'ai encore mal au cœur. Oh, Ça pauvre. va aller. Bah, de toute façon, prépare-toi juste dans 1 mois et demi à ce que t'as encore mal au cœur, quoi. Dans moins d'un mois, le 16. Le 16. Ah oui, Dans bientôt. 3 semaines. Ça sort. Ah. On peut déjà réserver ses places. Je sais pas si je vais le faire, mais... Bah, j'aimerais bien le voir dans un bon ciné, quoi. Bien, genre. En IMAX. Ouais, en Moi, IMAX, j'espère quoi. qu'il sera Ouais, tu peux pas déjà en réserver. 3, que je trouverai une Ouais, séance c'est en dingue. 2D. Bah, ça Pas existe, la un 3D. DA2D Bah, je HDR. fais quand même une réflexion, c'est il aura quand même fallu que j'aille vérifier le DVD Avatar 2 au taf pour me rendre compte que le film était vachement beau. Parce que je me dis, c'est quand même vachement plus beau en 2D sans la vieille 3D dégueulasse. Oh. D'ailleurs, Owen, je sais pas si Oh, tu le sais, C'était un peu gratuit. mais la première fois que j'ai vu Avatar, c'était une version filmée dans un cinéma. Ah oui. Mais en fait, c'était une projection 3D qui avait été filmée. Et moi, j'ai vu ça sur ma télé, mais toute petite chez mes parents. C'était très moche. Tu Je l'ai m'étonnes. revu dans de meilleures conditions. Mon avis n'a pas changé. Il a presque empiré. Donc bon. On va mettre fin Mais à voilà. cette émission dès Par maintenant. contre, j'avoue merci que de m'avoir le 2, invité. photographiquement, est sublime. Merci. Là, je le conçois totalement. Merci. Merci Alice d'être venue, de nous avoir bien fait rire avec Phantom of the Opera. Merci de Paradise. m'avoir invité. Oui, c'est Phantom of the Paradise. Voilà. Of the Paradise, je confonds. Je On peux laisse dire marcher que vraiment, j'ai pensé pas ce que j'ai dit. Hein. Oui, Sauf bah pour oui. Dave. Ça, je le confirme. Sauf pour Dave. Et regardez Phantom of the Paradise. Regardez Phantom of the Oui, Paradise. c'est Regardez-le. vraiment trop bien. Incroyable. Ça va arriver lourd. Avatar 3 aussi, normalement. On se prévoit une grosse émission avec plein de monde aussi Ouais, pour Avatar exactement. 3. On vous tisse ça un peu là. On sait pas qui on va inviter en attendant. Bon les amis, on vous souhaite de bonnes vies. On se retrouve dans 2 semaines de toute façon pour l'épisode suivant. Et puis en attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur TikTok. Et que l'émission est disponible sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Et en attendant, merci beaucoup Alice. Merci à vous. Merci. Et merci à vous, les amis. Plus pour longtemps apparemment.